Deux athlètes légendaires qui ont fait sensation dans le monde du tennis ont eu la malchance de se rencontrer à bord de l'insubmersible Titanic en 1912. Ils étaient tous les deux présents sur le bateau, puis se sont tous les deux sauvés et se sont ensuite affrontés sur des courts de tennis. Voici le destin incroyable de deux athlètes qui se sont croisés à plusieurs moments de leur vie. Richard Norris Williams est né en janvier 1891 à Genève. Ses parents sont américains, mais il a été élevé en Suisse. En fait, il était un parent éloigné de Benjamin Franklin. En 1912, Williams n'avait que 21 ans et attendait avec impatience de faire son voyage transatlantique aux États-Unis après avoir été accepté à Harvard pour étudier l'histoire et la géologie. Mais avant que sa vie d'étudiant ne commence, il avait prévu de faire autre chose. Il aimait jouer au tennis et était un sacré athlète. Il a donc décidé avec son père de voyager plus tôt que sa mère afin de participer à quelques tournois. Williams et son père ont pris le train de Genève pour se rendre à Cherbourg, en France, où ils devaient embarquer sur le Titanic. En chemin, Williams a remarqué un visage familier dans l'une des voitures. Il s'agissait d'un autre joueur de tennis très respecté, du nom de Carl Baer. Les deux hommes se sont regardés pendant un moment dans le train, sans réaliser que le destin allait bientôt aligner leur vie d'une manière incroyable. Baer avait à cette époque 26 ans. Il est né en 1885 à Brooklyn, dans l'État de New York. Il avait déjà terminé ses études de droit à Yale. Il avait passé l'examen du barreau 2 ans avant d'embarquer sur le Titanic. Mais voilà, tout comme Williams, il aimait aussi un peu trop le tennis. Il était déjà devenu célèbre dans le monde du tennis après avoir représenté les États-Unis en finale de la Coupe Davis en 1907. Mais malheureusement, il s'est incliné en finale du double à Wimbledon cette même année. Toutefois, Baer embarquait sur le Titanic pour une raison plus personnelle que Williams. Il était tombé amoureux de l'amie de sa sœur, Helen Newsome, et avait l'intention de l'épouser. Mais comme sa famille n'était pas du tout favorable à leur relation, ce n'était pas si facile. Helen est originaire de l'Ohio, et ses parents ont décidé de l'emmener dans un grand voyage européen pour séparer le couple. Mais dès que Carl l'a appris, il a réorganisé son emploi du temps et a rejoint Helen. Une fois l'aventure européenne terminée, ils devaient tous rentrer en Amérique ensemble à bord de l'insubmersible navire. Baer était un passager de première classe et on lui a donné la cabine C-148. Quant à Williams et son père, ils étaient passagers de première classe dans le shelter deck ou le pont C. Les billets qu'ils ont achetés pour chaque suite coûtaient 30 livres sterling. Et pour mettre les choses en perspective, cela équivaut aujourd'hui à 4060 $. Quelques jours après avoir pris le large, c'est la tragédie que tout le monde connaît. Le Titanic heurte un iceberg. Lorsqu'il est apparu que la situation était désespérée, la panique s'est installée et les gens ont été rapidement invités à monter dans les canots de sauvetage. Carl Baer ne voulait absolument pas quitter son amour, Mademoiselle Newsome. Il est donc allé avec elle et ses parents dans le canot de sauvetage numéro 5. Il y avait à l'époque cette règle d'embarquement prioritaire. Les femmes et les enfants devaient passer en premier. Les derniers canots de sauvetage, s'il en restait, seraient remplis d'hommes. Baer et ses compagnons ont rencontré sur le pont Bruce Ismay, directeur général de la White Star Company, propriétaire du Titanic. Dès qu'il les a vus, il leur a conseillé de monter tous dans un canot de sauvetage. Ainsi, Baer, qui semblait être un homme musclé, pouvait partir à la rame avec le reste des messieurs. Malheureusement, Williams a eu une soirée plus difficile. Son père et lui essayaient de guider le plus grand nombre possible de passagers dans les canots de sauvetage. Comme la plupart de ceux-ci n'étaient pas stabilisés, ils ont dû se tenir sur le bord et aider les survivants à monter dedans. Après avoir descendu le dernier canot dans l'océan, ils se sont dirigés vers le pont du capitaine. À un moment donné, ils se sont tenus sur le pont et ont jeté un coup d'œil aux petites lumières des canots de sauvetage qui glissaient au loin. Ils essayaient de déterminer quoi faire, mais le bateau commençait à couler. Et l'un des entonnoirs géants s'est détaché, fonçant vers Williams et son père. D'un bond désespéré, Williams a plongé dans l'eau glacée. L'entonnoir a atteint l'eau tout près de lui, le poussant encore plus loin. Il s'est finalement retrouvé accroché à l'un des canots de sauvetage qui avait été retourné. C'était le Collapsible A. Finalement, Williams a réussi à grimper sur le bateau et à s'y tenir debout. Il portait un manteau de fourrure épaisse et des chaussures qu'il a enlevées dès qu'il est sorti de l'eau. Après avoir passé quelques heures dans l'eau glacée, il a finalement été transféré avec quelques autres passagers dans le canot de sauvetage 14. Étant donné qu'ils avaient été immergés dans l'eau glacée depuis la taille pendant si longtemps, tous les survivants du Collapsible ont eu besoin de soins médicaux immédiats.
Lorsque le navire Carpathia est arrivé, Williams a été embarqué à bord. Quand le docteur a regardé ses jambes, il a eu un gros choc. Williams ressentait des douleurs intenses juste en dessous de ses genoux. Et ses jambes étaient d'un violet foncé. Le docteur lui a dit que l'amputation de ses jambes serait nécessaire pour lui sauver la vie. Mais Williams a refusé. Par coïncidence, Carl Baer était également à bord. Heureusement, il allait bien. Il aidait les autres survivants. C'est à ce moment que les deux légendes du tennis se sont enfin rencontrées. Williams a dit que Baer lui a témoigné une grande gentillesse. Il s'est senti encouragé, alors il a commencé à faire ses premiers pas sur le pont du Carpathia. Il ne voulait pas que sa carrière de joueur de tennis soit interrompue. Il s'est donc battu contre la douleur, s'est levé toutes les 2 heures et a marché pour stimuler la circulation dans ses jambes. Plus le temps passait, plus l'état de santé de Williams s'améliorait. Après leur arrivée à New York, il a pris un peu de temps pour se rétablir complètement. 6 semaines plus tard, il a recommencé à jouer au tennis. Lorsque les tournois ont pris fin, il est finalement entré à Harvard et sa carrière de joueur de tennis a prospéré. De 1914 à 1916, il est devenu le champion américain de tennis en simple. En 1920, il est devenu le champion de double de Wimbledon aux côtés de M. Garland. Et en 1924, il a remporté une médaille d'or olympique en double mixte malgré une entorse à la cheville. Sa notoriété était telle que les médias ont commencé à écrire des articles sur ses exploits sportifs dans le monde entier. La première fois que Baer et Williams se sont affrontés dans un match, c'était en 1912, peu de temps après leur tragédie commune sur le navire en détresse. Baer était le champion de ce match et c'était la première défaite de Williams en Amérique. Après ce match, il a continué à s'entraîner et 2 ans après, lors de la revanche, Williams a renversé la situation pour devenir champion à son tour. Après avoir battu Baer en quart de finale, Williams a remporté son premier titre. Il est alors devenu l'un des meilleurs joueurs de tennis de son époque, remportant la Coupe Davis à 5 reprises, le double de Wimbledon et les championnats nationaux américains 2 fois. Ces 2 légendes ont obtenu une place dans le Hall of Fame du tennis international. Bien que le tennis ait constitué une part importante de la vie de ces 2 hommes, ce n'est pas le seul succès qu'ils aient connu. Une fois leur carrière sportive terminée, ils sont tous 2 devenus de remarquables financiers. Baer a renoncé à sa carrière d'avocat et s'est intéressé au monde de la banque. À un moment donné, il est devenu le directeur de la société Interchimique. Curieusement, Williams a également suivi un chemin similaire. Il est devenu banquier en investissement et a été le président de la Société historique de Pennsylvanie. De nombreuses années après l'incident, 2 livres ont été publiés pour partager les histoires des 2 hommes sur le Titanic. Personne n'était au courant de leur rencontre ou de leur amitié. Les points communs entre eux étaient étonnants, sans publier qu'ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Aucun des 2 ne se souciait vraiment de leurs exploits sur le terrain de tennis. Ils aimaient juste jouer, mais ils ne parlaient jamais non plus du temps qu'ils avaient passé sur le Titanic.